Bonjour à tous, amoureuses et en couple au moment où elles sont tombées enceintes, Caroline, Claudia et Emma n'auraient jamais imaginé se retrouver seules avec leur bébé du jour au lendemain. Bonjour Claudia, qu'est-ce qui s'est passé dans votre cas? Dans mon cas, la séparation s'est faite quand le bébé avait 9 mois. Je me suis effectivement retrouvée maman solo. Ce bébé, vous l'aviez voulu avec votre conjoint? C'était pas quelque chose qu'on avait prévu, mais après c'était voulu. Ils ont des rapports réguliers depuis? Oui, quand il a envie de l'appeler, on fait le numéro, on l'appelle et ils discutent ensemble. Vous en êtes où tous les deux avec votre fils aujourd'hui? Je suis une maman très épanouie. C'est un enfant avec qui j'ai énormément de dialogue. On partage beaucoup, on est très fusionnels. Donc, Vous êtes une maman très épanouie, mais lui c'est un enfant très épanoui. Oui, oui, oui. Il se construit correctement sans papa? Oui, parce que on a quand même un cadre familial assez important, parce que je suis très soutenue par ma famille. Donc je pense que oui, le fait d'être maman célibataire, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir un cadre familial. Il y a d'autres hommes qui l'entourent dans votre famille? Oui, mon papa. Donc il a cette présence très masculine de son papy. Caroline est installée près de vous. Bonjour Caroline. Je pense que vous allez avoir pas mal de choses à nous raconter tous les deux. Vous vous retrouvez dans la même situation que Claudia, Caroline? Oui, j'ai été mère célibataire pendant très longtemps. Et vu que le papa de ma fille n'a jamais reconnu ma fille, je serai finalement une maman célibataire toute ma vie, même en couple. Alors, c'est-à-dire qu'il vous a quitté à quel moment? Oui, il m'a quitté quand j'étais enceinte. C'était il y a combien de temps, ça? Ma fille, il y a 10 ans. 10 ans. C'était il y a 11 ans. J'imagine qu'il y a 10 ans, vous envisagiez comment votre avenir sentimental? C'était plus difficile que maintenant, parce que je suis issue d'une famille où beaucoup de personnes sont divorcées dans ma famille, donc j'avais pas une vision, on va dire, optimiste pour le mariage, la vie en couple. J'imaginais pas forcément une relation qui pouvait durer jusqu'à la fin. Donc c'est vrai que quand je me suis retrouvée enceinte, j'étais assez contente. J'ai essayé tout ce que je pouvais pour essayer de réunir mon couple et que ça marche et que ça fonctionne. Bon, malheureusement, c'est plus compliqué que ça. Donc voilà, assez rapidement, il a fallu adapter la situation et puis accepter. Comment vous décririez le lien qui vous a uni à votre fille pendant toutes ces années où vous étiez mère célibataire? C'est un lien qui est très très fort, puisqu'il n'y a pas de papa, donc on n'est que toutes les deux. Donc il y a beaucoup de responsabilités, il y a aussi beaucoup de culpabilité, donc on essaye de faire les choses très très bien, on essaye de faire les choses même mieux que les autres mamans pour combler un petit peu, on va dire, pas une erreur qu'on a fait, mais quelque chose qui ne ressemble pas à la normale. Donc ça crée des liens, c'est un mot sur lequel vous avez réagi? J'ai réagi sur le fait maman-papa en même temps. C'est vrai qu'on essaye de faire au mieux pour qu'ils ne puissent pas ressentir ce manque de la présence d'un papa. Ouais. Alors j'aimerais vous présenter Emma maintenant. Emma qui va profiter de vos deux expériences. Emma a préféré témoigner dos à la caméra aujourd'hui, car Emma, vous êtes dans une situation compliquée. C'est pour vous venir en aide que nous avons organisé cette émission aujourd'hui. Dites-nous, pourquoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui? C'est important pour mes angoisses, pour me rassurer, pour voir que mon enfant va être capable de grandir normalement sans papa. Alors, je rappelle que vous êtes enceinte de 6 mois aujourd'hui. Vous étiez en couple depuis combien de temps quand vous avez appris que vous étiez enceinte? 2 ans. 2 ans. C'était un projet que vous aviez tous les deux? Alors, plus tard, on en a parlé juste en rigolant, mais c'était pas du tout prévu pour maintenant, quoi. J'étais sous contraception et c'était pas du tout prévu pour maintenant, en fait. Pourtant, quand vous avez appris que vous étiez enceinte, donc j'imagine que c'était une grossesse un peu surprise. Oui. Vous avez, décidé de garder ce bébé. Il était d'accord avec cette décision? Alors non, pas du tout, mais sur le moment, j'ai eu un moment aussi où j'ai dû réfléchir et puis au bout d'un moment, je me suis dit que j'étais pas capable de mettre un terme à ma grossesse. Et lui, tout de suite, il m'a dit qu'il en voulait pas, qu'il était pas prêt, qu'il avait pas le dos assez large, les épaules assez larges pour un tel fardeau. Qu'est-ce que vous attendez de notre émission? Vous parliez d'angoisse tout à l'heure. C'est sûr. Quel genre d'angoisse vous avez? J'angoisse à l'idée de me dire que mon enfant, il peut se dire mais pourquoi je suis pas normale, pourquoi j'ai pas un papa comme les autres, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, ou j'ai peur qu'il m'en veuille, qu'il pense que ça peut être de ma faute d'être dans cette situation-là. Donc de la culpabilité, hein, c'est un mot qu'on a déjà évoqué. Donc j'imagine que vous aurez des questions à poser à nos deux invités et peut-être à notre psychologue Yvonne Poncet-Benissol qui est avec nous aujourd'hui.
Pour répondre peut-être et apaiser vos angoisses, en France, Yvonne, près d'1,5 million de femmes élèvent leurs enfants seuls. Comment on explique que ce chiffre énorme quand même? Alors, il y a l'explosion des divorces, il y a les ruptures affectives qui se multiplient et qui se succèdent. Et il y a aussi les dons de gamètes pour les grossesses tardives. Il y a beaucoup de femmes qui paniquent à 40 ans en disant « Ah, j'ai pas d'enfant » et qui ont recours finalement aux dons de gamètes, ainsi que les femmes homosexuelles. Donc, il y a énormément de mamans solo. Je préfère ce terme parce que mère célibataire, ça a une connotation finalement un petit peu péjorative par rapport au regard sociétal. Donc, les mamans solo sont de plus en plus nombreuses. Donc ça correspond à une évolution de la société quand même. C'est-à-dire qu'on divorce plus, on se sépare, on divorce plus facilement. Les ruptures sont de plus en plus fréquentes. Les femmes privilégient peut-être d'abord leur boulot et leur vie professionnelle avant d'envisager de faire un enfant. Et quand elles arrivent vers 38, 40 ans, elles paniquent, elles veulent absolument un enfant. L'élan maternel les pousse à avoir un enfant et elles veulent faire un enfant toutes seules. Donc ça se multiplie et c'est vraiment banalisé. Et les hommes actuellement ont beaucoup de panique par rapport à la responsabilité due à la paternité. Ils s'en vont souvent à la grossesse, c'est vraiment une prise de panique, ils paniquent. Pourquoi vous dites actuellement plus qu'avant? Oui, je crois que finalement les hommes sont un peu plus immatures parce que les mamans solo qui sont quittées au moment de la grossesse, eh ben, c'est de plus en plus fréquent. Ils ont peur d'assumer leur paternité, ils s'en vont. Mais peut-être aussi que les femmes s'assument plus qu'avant, ont plus de liberté et c'est pour ça qu'on dit financière, donc ils se sentent aussi peut-être moins investis. Et d'ailleurs, on dit souvent des mamans solo qu'elles sont un peu castratrices dès lors qu'elles ont leur enfant, l'homme est rejeté. Donc il y a aussi cette version-là. Moi, je suis d'accord. Je pense qu'il faut être honnête aussi. Les femmes, voilà, la maternité, c'est aussi quelque chose de très personnel. Oui. C'est quelque chose, comme vous disiez tout à l'heure, avec l'âge, les mamans qui arrivent vers 40 ans et qui se disent mince, j'ai peut-être pas d'enfant et qui décident d'en faire un toute seule. Moi, c'est arrivé plus tôt, c'est arrivé vers 27 ans, mais c'est vrai qu'il y a eu intérieurement... 27 ans, c'est pas non plus très âgé pour faire un enfant. C'est pas très âgé, mais c'est pas non plus très jeune. 20 ans. Il y a eu quand même un parcours personnel. J'ai fait des études, j'ai voyagé, et c'est à ce moment-là, j'ai eu envie de devenir une maman. Et je pense qu'au fond... Mais vous diriez quoi, que vous étiez peut-être plus exigeante dans vos attentes le concernant? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a les moyens de s'assumer, où on a un boulot, où on a... Je pense qu'à partir du moment où on travaille et on a des revenus, on est moins regardante. Parce que, pardon, je suis désolée, je vais reprendre. On est moins regardante, donc ça veut dire quoi? Que justement, il devrait être investi de moins de responsabilités. Il y a moins d'attentes sur ce plan-là. On sait que nous, on peut assumer financièrement. On sait que même s'il n'y a pas de papa, on s'en sortira quand même. Donc du coup, on attend moins. Si on fait la comparaison, par exemple, avec ma grand-mère, ou ne serait-ce que ma mère, si on prend différentes générations, ma grand-mère s'est mariée très jeune, vers 18 ans, et elle a eu 6 enfants, et elle est restée toute sa vie avec le même homme, aussi parce qu'elle n'avait pas les moyens financiers. Comment elle allait faire si elle divorçait et qu'elle donc ça veut dire que l'homme se sentait plus fort, l'homme responsable, avec des valeurs, etc. Chacun avait des rôles qui étaient plus déterminés. Voilà. Que maintenant, depuis que la femme travaille, les choses changent. Et du coup, il faut se réadapter. Mais c'est paradoxal, parce que justement, l'homme, finalement, pourrait se sentir plus léger, puisqu'il a moins de choses à assumer. Oui, au contraire, on a l'impression que l'angoisse augmente. Il se sent mis à l'écart. C'est comme s'il n'avait plus totalement sa place. Dès lors aussi qu'une femme gagne beaucoup plus d'argent que lui, il est aussi fragilisé. Donc je crois que c'est sa virilité qui est remise en question. Et de la virilité à la paternité, il n'y a qu'un pas. Alors il préfère regagner en virilité plutôt que d'avoir des responsabilités au niveau de la paternité. Néanmoins, ce qu'il faut aussi dire, c'est que les mamans solo, dans leur quotidien, eh bien c'est quand même pas facile. C'est un rythme infernal. Elles font tout toutes seules. Et bien souvent, ils ont des problèmes à trouver un emploi, donc il y a des problèmes financiers. Vous dites que on peut les assumer financièrement, mais c'est pas toujours le cas. Beaucoup de mamans solo se retrouvent dans une détresse financière importante, et si elles n'ont pas justement un entourage familial qui est là pour subvenir à leurs besoins, pour les garder de temps en temps, il y a une position de repli avec l'enfant qui peut être à long terme un peu néfaste. Alors on va voir justement avec Claudia comment ça s'est passé. Votre fils Joao, prononce bien? C'est ça. C'est un prénom brésilien? Portugais. Portugais, ouais. Il est né le 30 octobre 2012. Tout à fait. Quand il est né, ça allait toujours avec votre conjoint? Oui, ça allait toujours, parce que la séparation s'est faite... Oh, il est beau. La séparation s'est faite quand il avait 9 mois déjà, le bébé.
Donc il l'a reconnu, il était là à la maternité. Il était là pour l'accouchement, donc tout s'est très bien passé. Il était présent. Quand est-ce que vous avez compris que ça se gâtait entre vous? Ça s'est traduit comment, le fait que votre relation se soit dégradée? Des discordes, et je pense aussi, quand il s'est vu dans une situation familiale, papa, enfant, maman, c'était plus effectivement le contexte amoureux, enfin seulement amoureux. Donc je pense qu'il a eu peur. Il a eu peur d'assumer cette vie-là. D'assumer effectivement, oui, sa paternité comme un papa normal. Vous avez beaucoup dialogué sur ce sujet, là-dessus, sur ces idées-là, sur ces angoisses-là, ou vous les avez subies? Je les ai subies plutôt. Donc ça a été très rapide. Quand l'enfant avait 5-6 mois, j'ai senti que ça allait pas durer plus longtemps que ça. Et que là, je commençais à sentir, Claudia, oui, tu vas pas tarder à être maman solo. Et comment vous le viviez? Comment vous avez vécu cette rupture? Bien. Sans angoisse? Sans angoisse par rapport au... j'ai pas eu de chagrin d'amour parce que cette histoire est arrivée au bout. Ouais. J'étais un petit peu frustrée par rapport au fait qu'il ne soit pas un papa présent par la suite. Voilà, plutôt frustrée pour mon fils. Je me suis dit, je me suis sentie un peu perdue sur le moment. Voilà, je suis maman solo. Heureusement, j'ai une famille extraordinaire qui est là et qui m'aide, qui garde Joao quand je fais mes prestations, etc. Et j'ai rassemblé toutes ces idées. C'était un peu le brouillon dans ma tête. Je les ai rassemblées et j'ai réagi parce qu'il faut faire face et qu'il faut aller de l'avant. Je me suis dit, je vais faire au mieux pour qu'il ne sente pas le manque d'un papa. Alors on essaie de faire au mieux. Voilà. Il a quand même cette présence de mon père qui est là. Je pense qu'il le considère aussi un petit peu comme son papa. Alors est-ce que ça, Yvonne, il faut réagir là-dessus? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est bien pour se construire? En tout cas, quand on est maman solo, surtout avec un petit garçon, il est important de faire rentrer du masculin dans votre vie. Ne serait-ce que pour qu'il ait une figure, bien sûr masculine, mais le père, vous le connaissez. Donc je crois qu'il faut absolument lui en parler de ce père, parce que quand le père est là, il peut le fantasmer. Contrairement à ce qu'on peut dire, eh bien, même s'il est absent, le père doit exister dans le discours de la mère, au nom du père. Bien sûr. Donc, et ça, ce côté idéalisation que met l'enfant en place quand il a une photo, par exemple, dans sa chambre, qu'on veut lui en parler, eh bien, ça en fait des héros et ça lui permet de se construire. C'est intéressant parce que même en crèche, ils avaient un petit album où il y avait toute la famille dedans et il avait une photo avec son papa. Donc depuis tout petit, il sait qu'il a un papa, qu'il n'habite pas ici, qu'il habite à l'étranger. Voilà. Et quand il est rentré en maternelle, il a demandé à le voir. Donc j'ai organisé une visite. Je l'ai appelé, le papa. Je dis, écoute, ce qui s'est passé, mais voilà, on a un enfant en commun. Et pour lui, voilà, il a demandé à te voir. Il a accepté, donc on a organisé une visite. Il a mis parce qu'il n'avait jamais voulu vraiment revoir son fils? C'est quelqu'un, je pense, qui, quand il s'éloigne des choses, il a du mal à revenir. Voilà. Mais je crois que à un moment donné, quand plus son fils parlera avec lui, plus justement, quand l'enfant sera réel, il prendra sa position de père. Tout à fait. Ça, c'est hyper fréquent. Donc, il ne faut pas désespérer. Mais néanmoins, dans l'esprit d'une maman solo, la vraie question, c'est que va devenir mon enfant sans papa ou sans présence masculine à mes côtés? Je crois qu'il y a de la culpabilité, peut-être, mais la culpabilité de faire vivre ça à son enfant. Néanmoins, l'amour maternel, qui est très très fort avec cet enfant quand on est seul, arrive à combler toutes ces angoisses, surtout le temps de la fusion, c'est-à-dire qui dure 6 à 8 mois, où c'est terriblement fusionnel. Et le fait qu'il prenne son grand-père un peu pour son papa, ça peut poser un problème psychologiquement? Non, mais il faut qu'il sache que c'est son grand-père. C'est une figure masculine. Il est important de faire rentrer du masculin dans ce duo qui peut être hyper fusionnel. Alors vous dites que votre famille a été très présente autour de vous et dans votre famille il y a votre cousine Alexandra qui a été très proche de vous et qui justement est là avec nous aujourd'hui. Elle a tenu à vous soutenir en venant sur notre plateau. On va l'accueillir.
Merci d'être là. Merci à vous. Vous êtes émues toutes les deux? Un peu. Pourquoi vous êtes émues? Parce que ça fait bizarre déjà de parler de son histoire, de raconter tout ça. Ouais. Vous voyez souvent toutes les deux? Oui, pratiquement toutes les semaines, tous les jours. Ouais. On est très, de toute façon, avec le petit, on est tellement croque que on y va. Vous êtes quoi? On est oui, on est attachés. Croque-love. C'est croque. On est piqués, on est attendris. Elle a des mots, j'adore. Elle a deux mots. Je sais pas en quelle langue elle parle, mais En français. c'est du français. Alors, vous en êtes où, vous, dans votre vie sentimentale? Alors moi, je suis célibataire tout court. Pas d'enfant? Non, pas encore. Vous êtes célibataire tout court, c'est pas mal aussi, ça. Je suis en train de noter toutes les formules. Parce que sinon, il y a célibataire comment? Je sais pas. Non, oui, célibataire tout simplement. Je pense qu'elle voulait dire sans enfant. Voilà, tout à fait. C'est ça. Donc, il y a eu une petite projection sur cet enfant, sur ce petit garçon? Il y a eu plus un attachement naturel. C'est vrai que quand tout est arrivé, nous, on a toujours été une famille très proche, dans les moments forts, bons et mauvais. Et on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour l'épauler. Vous êtes cousine germaine? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous faites pour l'aider, pour la soutenir? Déjà, dès qu'elle a besoin d'un babysitting, dès qu'elle a eu besoin de faire des démarches administratives, par exemple, on essaye On est très d'être soudés. là. Très soudés. Alors, votre fils a 3 ans aujourd'hui. Nous allons le découvrir en images et puis on va voir comment vous menez de front votre vie de mère célibataire. Tout court ou pas tout court? Mère célibataire. Maman solo. Maman Yvonne me dit maman solo, c'est mieux. Je trouve que c'est plus joli, c'est plus adouci. Exactement, c'est plus doux. Maman solo, oui. À Paris, comme tous les matins, Claudia profite du petit déjeuner pour partager un moment privilégié avec son fils Joao, âgé de 3 ans. J'espère que t'es à table. Hein. Est-ce que t'as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Tous les matins, quand je vois Joao, ça me rend heureuse. Et c'est ma force. On parle pas à la bouche? J'essaie pas de jouer le rôle du père parce que c'est pas mon rôle, mais j'essaie de lui donner la meilleure éducation possible, de lui donner le meilleur de moi-même avec l'autorité, avec la complicité que l'enfant a besoin aussi. Et cette complicité, mère et fils la partagent aussi dans les moments d'éveil. Bonjour les enfants. Bonjour Guignol. Je pense que Joao a un peu d'artiste en lui. C'est un petit garçon très éveillé pour son âge. Et c'est un petit garçon très aimant et très câlin. Je suis fière de lui. Attention Guignol, attention, derrière toi. Claudia est une maman solo, mais elle est très entourée par sa famille. Sa tante Maria répond toujours présente lorsque la jeune femme a besoin d'une babysitter de dernière minute. Il faut le mettre dans le truc. C'est quoi le truc? C'est ça. Ah d'accord. Ah ça y est, je vais boire un petit café avec maman, d'accord? C'est très important la proximité que je peux avoir avec ma famille parce que ce sont mes piliers. Claudia est une maman assez proche de son fils. Elle gère bien seule, aussi un peu avec l'aide de la famille. On peut lui remonter le moral dans les moments un peu difficiles. On est toujours là pour elle, donc ça se passe assez bien. Dans son sac, je suis mis comme d'hab. S'il te plaît, Claudia. Non mais laisse-moi s'il te plaît. Ah. Pyjama. Non mais je connais, j'ai l'habitude, donc c'est bon. S'il pleure, il y a son Doudou. La deuxième vie de Claudia peut commencer. Direction, le studio d'enregistrement. Car elle est en pleine préparation de son album de fado, un chant portugais traditionnel qui a bercé son enfance. Ta voix, ça va? Ça va. J'ai écouté ce que t'as fait la semaine dernière, c'est le top. Hein. Allez au boulot. Vite. Queria ter-te aqui, nunca te esqueci.
Elle a déjà son caractère, son charisme, et je pense qu'au niveau du grand public, on a besoin de ce genre d'artiste. Pour moi, la musique, c'est un exutoire. Ça fait vraiment partie de ma vie, ça fait partie de moi. Je pense que c'est une femme intègre, vraie, qui aime les gens, qui donne énormément. J'aimerais bien qu'on reprenne au refrain. On y va, je te drop juste avant l'entrée du refrain. Le fait d'avoir deux vies, donc ma vie de maman et ma vie de chanteuse, sont assez complémentaires dans le sens où j'ai besoin des deux. Il y a un avant-maman et un après-maman, et l'après est encore plus fructueux que l'avant. Alors, qu'est-ce qui vous émeut, là? La cousine est aussi émue, je crois. Ouais. Qu'est-ce qui vous émeut dans ce reportage? De voir mon fils. Ah, à chaque fois, vous êtes émue comme ça? Non, mais là, c'est le fait de nous voir tous les deux. Oui, j'ai retrouvé tout ce qu'on est. Tout ce qu'on est. C'est-à-dire? Fusionnel, complice. On adore les câlins, les bisous. Oui. Et puis beaucoup de talent dans cette manière d'interpréter le fado. Merci. Qu'est-ce qu'elle dit, la cousine? Non, en fait, c'est vrai que nous, dans la famille, on a toujours dit, peu importe ce qui arrive, on s'en sort toujours. D'ailleurs, on s'en sort en général plutôt bien. Mais on ne s'en rend pas compte, je pense, tout ce que tu as réussi à faire, la manière dont tu l'as élevé, tout ça. Pour nous, c'est naturel, mais en fait, quand on le voit, on se dit, non, elle a vraiment fait quelque chose voilà, faut être quelqu'un de très fort. Tu vas me faire pleurer. Arrête. Réaction d'Emma qui sourit en voyant ses deux cousines émues. Bah oui, parce que j'ai un lien comme ça avec une cousine et ma sœur, et ça représente assez la relation que j'ai avec elle, et du coup, je me projette un petit peu dans ça, et j'imagine que je peux avoir ce lien-là avec mon enfant plus tard. Et... Donc, c'est ce que vous vous dites aujourd'hui, qu'elles seront là pour vous, autour de vous? J'ai aucun doute là-dessus. Ça va se renforcer, le lien avec elle. Oui, déjà qu'il est fort, mais je pense que ça fera que d'augmenter. Ah oui, triple fort. Quand vous voyez le fils de Claudia, Joao, qui a l'air manifestement très épanoui, ça doit vous rassurer? Beaucoup. Beaucoup, il a l'air très heureux, très épanoui, d'aimer sa maman plus que tout. On voit dans ses yeux comment ça pétille, et c'est rassurant. Alors, j'imagine qu'il vous a posé des questions sur son papa. Comment vous y avez répondu? Je lui ai toujours parlé, je lui ai toujours dit qu'il avait un papa. Depuis tout petit, depuis la crèche, je lui ai expliqué les photos qu'il y avait dans l'album. Il avait une photo avec moi, avec mamie, papy, avec son papa. Et donc, il sait très naturellement qu'il a un papa et qu'il n'habite pas ici, qu'il habite à Lisbonne. Et il a juste demandé à le voir. J'aimerais bien voir mon papa quand il est entré en maternelle. D'accord, donc il avait quoi, 3 ans à ce moment-là? Il allait sur ses 3 ans, oui. Pourquoi il vous a demandé de le voir à ce moment-là précisément? Je pense le fait de la rentrée en maternelle, de voir les autres papas, les autres mamans. Et un soir, je vais le chercher et sur le chemin, il me dit « Maman, j'aimerais bien faire un câlin à mon papa. » Alors là, quand on entend ça, qu'est-ce qu'on se dit? Et là, je prends sur moi parce que c'est quand même une phrase très touchante de la part d'un enfant, surtout qu'il ne m'avait jamais dit ça auparavant. Et là, j'appelle le papa et tout de suite discute. Oui. Alexandra est en larmes. Ouais, c'était touchant parce que pour lui c'était naturel, c'était comme un souhait, comme s'il demandait un cadeau du Père Noël, quelque chose
complètement irréalisable en fait. Mais qui en fait est très naturel. Ouais. Oui, Voilà. il rentrait en première section, donc il devenait grand. Et c'était une occasion aussi pour lui de dire, papa, t'as vu, je vais à l'école, je vais dans ma première année d'école. Donc il avait besoin de cette consécration de la part de son papa. Et je crois qu'il faut que vous puissiez rajouter juste un élément quand vous parlez du père, qu'au fond c'était quand même un enfant conçu dans l'amour. Oui. Papa et maman se sont aimés. Voilà. C'est vrai. Et alors donc vous l'avez appelé le soir même, le papa? Je l'ai appelé le soir même. Et comment a-t-il les 2 réagi heures qui suivaient. Très bien. Je pense qu'il attendait cet appel. Parce que justement, c'est quelqu'un qui ne revient pas de lui-même. Il est trop orgueilleux. Par peur que je lui dise, que je lui ferme la porte, tout simplement. Et donc, il a dit, écoute, je viens à Paris dans 2 mois, donc on organise ça, et c'est ce qu'on a fait. Et là, c'était la rencontre que Joao espérait. Ça s'est passé chez vous? Non, ça s'est passé à l'extérieur, mais c'était un moment très émouvant où il y a eu une connexion immédiate. C'est-à-dire, ils ont eu une complicité comme s'ils se voyaient tous les jours. Joao, très très content. Vous étiez là, vous? Vous êtes resté là pendant qu'ils se sont vus? J'étais là, ça s'est passé dans la bonne humeur. Toujours, j'ai pas envie que Joao sente une rancœur. Déjà, il n'y en a pas par rapport à l'amour que je pouvais lui porter. Et vous insistez là-dessus. Pour vous, c'est important de ne pas avoir subi de chagrin d'amour. Ça vous a aidé quand même à avancer quand même dans votre histoire. Ça m'a aidé à avancer et à voir les choses différemment. Bien sûr. Et ne pas en vouloir au papa. C'est ça. Donc de dissocier les deux choses. Il y a effectivement la rupture affective et il y a cet enfant qui est quand même le fruit de l'amour. Complètement. Complètement. Oui, mais on pourrait quand même en vouloir au papa de ne pas vraiment assumer. Oui, mais il faut son rôle essayer de père. Mais je suis d'accord, mais il faut toujours essayer de dissocier finalement les conflits affectifs d'adultes pour épargner les enfants qui n'ont pas du tout à être impactés par la souffrance affective. Il n'a pas demandé à être là, donc, mais il a été conçu effectivement dans l'amour. Donc je vais essayer de tout faire, et même à l'avenir, pour faire au mieux. Et quand il a envie de parler à son papa... Et pourquoi vous les avez pas laissés seuls tous les deux? Vous teniez à rester? Ah si. Donc je suis restée un petit peu. Après ils sont partis au spectacle de marionnettes parce que Joao c'est un fan de marionnettes. Donc ils sont partis au chapiteau tous les deux et là ils ont passé un moment ensemble. Et par contre quand le spectacle est fini, il a tout de suite dit je veux retourner voir maman. Mais ils ont passé un moment tous les deux, papa et Joao. Ouais. Et le fait d'entendre mon fils aller vers les bras de son papa et entendre le mot « papa », ça m'a fait aussi du bien à moi. Caroline, comment vous réagissez à ces propos? À quel moment vous avez choisi d'expliquer à votre fille où était son papa et qui était son papa? Toujours, elle n'a jamais eu, je n'ai jamais vraiment caché les choses. Après, il y a une manière de dire les choses, donc il faut y réfléchir à l'avance pour voir comment est-ce qu'on parle de ça. Moi, j'ai essayé quand même de faire bien la différence entre l'histoire d'amour que j'ai pu avoir avec son père et puis elle, tenir compte que elle, c'est sa propre histoire, c'est sa vie à elle. C'était quelque chose qui me faisait un peu peur quand j'étais enceinte. Je me dis, je conçois un être vivant, un individu qui va être un humain, un adulte avec sa propre histoire et qui du coup va avoir aussi ses parents, ses grands-parents. Vous avez vécu ce chagrin d'amour quand même, parce que vous ne deviez pas imaginer qu'il se carapate. Il y a eu beaucoup de déceptions parce que j'ai vraiment tout essayé. Bon, voilà, ça n'a pas marché. J'aurais voulu que ça marche parce que j'étais très très amoureuse de lui. Malheureusement, il se trouve que non. Après, vis-à-vis de ma fille, elle a eu l'occasion de le voir plusieurs fois. Donc elle sait qui il est. Elle se trouve des points communs avec lui. Ils ont des goûts communs pour certaines choses, même si finalement il l'a jamais élevé. Donc c'est intéressant. Alors avant de parler de leur rapport à tous les deux, où avez-vous terminé votre grossesse alors, puisqu'il est parti à la fin de votre grossesse? Vous êtes allée chez qui? Alors je suis allée chez ma maman. Vers 7 mois de grossesse, je suis retournée vivre chez ma maman parce que c'était compliqué pour vivre toute seule. Et du coup, ma maman m'a hébergée. Avec ma maman, à l'époque, c'était un petit peu tendu parce que j'avais pas digéré le divorce de mes parents.
Donc c'est vrai qu'il y a eu des petites tensions. Et puis finalement, tout s'est bien arrangé. J'ai transformé la chambre, on va dire, de jeune fille que j'avais en chambre pour le bébé. J'ai tout installé, le lit et tout. Puis voilà, j'étais pleine d'énergie jusqu'à la grossesse. Fallait tout préparer, donc ça c'était sympa. Et puis voilà, le bébé est arrivé, donc le moment de l'accouchement. Elle était là, votre mère? Ma mère a été là tout le temps, ouais. Donc ça a été une belle nuit blanche et j'ai accouché le matin au lever du soleil. Il y avait de la neige, voilà. Et puis ma maman est arrivée, c'est elle qui est venue dans la salle d'accouchement. Et puis c'est elle qui a coupé le cordon. Et c'était super de la voir avec moi. Et puis j'ai trouvé ça super, surtout maintenant avec du recul, j'ai trouvé que c'était beau, finalement, que d'une déception, de quelque chose qui peut passer pour une épreuve un peu négative, et bien finalement apporte quelque chose de très positif, puisque maintenant on a des liens qui sont très forts avec ma mère, et en partie grâce à ça, parce qu'elle a été présente, elle a été là, elle m'a donné des bons conseils, et aussi tout s'est rééquilibré. Elle est devenue une grand-mère, moi une maman, et ma fille, la petite fille. Et donc on a chacune repris une place. Et puis moi-même, en devenant maman, j'ai pu aussi me mettre, elle, à sa place, essayer de comprendre aussi pourquoi elle aussi, son couple n'avait pas marché. Ça m'a rendue plus tolérante, en fait. Mais ça s'est fait naturellement, tout ça, parce que c'est pas toujours facile de trouver sa place. Parfois, il y a des conflits. Parfois, la mère est trop présente. Parfois, justement, elle vous laisse pas assumer votre rôle de mère, surtout si vous êtes très proche, si vous habitez chez elle. Ça s'est fait naturellement? Oui, je pense que dans ma famille, on arrive à avoir beaucoup de communication. Puis bon, on a beaucoup d'amour aussi les uns pour les autres. On a des situations qui nous ont renforcés et on arrive à discuter des choses, donc on arrive à faire évoluer des situations. Voilà, après, c'est pas toujours facile. Oui, je pense qu'il y a un acte symbolique, couper le cordon pour que votre fils, non c'est votre fille, pardon, pour que votre fille soit présente pour vous deux, mais aussi en coupant le cordon, elle a coupé avec vos rancœurs, et vous avez coupé. Oui, c'est ça. Et chacun, effectivement, c'est marrant parce que vous avez revécu ce que votre maman a vécu lors de son divorce ou lors de ses déceptions, et donc l'appréhension, l'empathie vis-à-vis de votre mère a été plus forte à ce moment-là. Mais il y a eu aussi le fait que je pense que j'ai eu peur moi aussi de reproduire un peu la situation de mes parents, donc j'étais partie un peu perdante dès le début, même dans le choix de l'homme avec qui j'ai fait un enfant, ou dans mes histoires d'amour en général, je partais toujours un peu perdante en me disant de toute façon c'est condamné comme mes parents. Et puis finalement il se trouve que pas du tout, j'ai mis un peu de temps à comprendre que mon histoire à moi est mon histoire à moi, je l'écris moi-même, je fais ce que je veux. Et on n'est pas condamné à la répétition. Et que maintenant l'histoire avec ma fille est très différente, la vie de ma fille sera aussi très différente de la mienne. Mais ça prend un peu de temps, un peu de maturité, il faut y réfléchir et puis tout va mieux une fois qu'on comprend ça après. Donc vous parlez de la présence de votre mère, importante, puis vous avez pu compter aussi sur votre frère, chez lequel vous avez vécu aussi? Oui, on a vécu ensemble après avec mon frère, une fois que ma fille est née. On est partis vivre au Maroc et voilà, pour monter un café là-bas, et du coup on a habité ensemble pendant 2 ans. Et ça a été très sympa les premiers mois et les premières années de vie de ma fille. Ça s'est passé en famille avec mon frère. Alors Jean-Baptiste qui vous a soutenu, qui vous a accompagné aujourd'hui aussi, puisqu'il est là avec nous et on va l'accueillir. Jean-Baptiste, merci d'être là. Merci à vous. Quel souvenir vous gardez de cette période où vous avez vécu ensemble, très proches? C'était sympa. C'était cool. C'était sympa, c'était spécial. Pourquoi? C'était l'aventure. J'avais promis de ne pas le faire. Oh. Ah ouais, tu pleures. Et pourquoi? Ils sont sensibles les hommes. Ouais, j'imaginais pas du tout en fait. Que vous alliez pleurer? Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce qui vous fait pleurer? En fait, c'est de repenser à cette période. On a vécu quelque chose de spécial qui nous a rapprochés. Et je pense que venir ici, ça permet de faire d'avoir une vision avec du recul en fait sur une situation dans laquelle on vit. Et en général, on prend pas souvent le temps de revoir avec un peu de recul. Et puis finalement, je pense que peut-être on pleure dans cette émission parce qu'on se rend compte qu'on s'en sort pas si mal. Et ça doit procurer une sorte de sentiment de fierté de se dire ah finalement c'était pas si mal. Morale. Je sais pas si on se replonge autant en fait dans l'histoire. Après, on vit au jour le jour. On a des aventures tous les jours. Et du coup, je sais pas si on fait vraiment un bilan, si on réfléchit tant que ça. C'est-à-dire finalement, vous ne vous étiez peut-être jamais dit l'un à l'autre à quel point cette période avait compté? Si, quand même, on discute. Si, on se le dit souvent. On a conscience, mais on a conscience. Je sais pas, on avance, quoi, on est occupé, on essaie d'avoir un maximum de projets aussi. On fait plein de trucs, ouais.
Donc c'est vrai qu'on est très très dynamique, on fait pas mal de choses. En fait mon frère c'est mon meilleur ami, donc Il est sympa, en tout on cas, fait votre tout frère. ensemble. Ouais. C'est gentil. Il arrive, il pleure, je trouve ça sympa. Très sympa. Je vais me faire engueuler par ma femme en arrivant chez moi tout Ah oui, à l'heure. donc vous avez une femme. Moi, je suis marié, oui. Et vous avez des enfants? Non, Toujours pas. pas encore. Donc là encore, il y a un lien particulier, j'imagine, avec... Ouais. Bah, du fait d'avoir vécu ensemble, c'est vrai que moi j'ai un lien particulier avec ma nièce, dont je me suis occupé. C'était pas quelque chose qu'on avait prévu au départ. On est parti comme ça sur un coup de tête avec un projet qui était même pas du tout un projet à moi. C'était son projet à elle. Moi, je faisais complètement autre chose. Et finalement, c'est une place que j'ai dû prendre automatiquement parce qu'il y avait besoin. Et et qui moi m'a fait aussi passer un cap dans ma vie. Je suis passé un peu d'un adolescent à un adulte. Moi, je pense que Jean-Baptiste, en fait, on voyageait tous les deux, on travaillait tous les deux dans le tourisme. Jean-Baptiste est DJ, alors il voyageait un peu partout. Et puis, quand je me suis retrouvée enceinte, je me suis retrouvée enceinte un peu toute seule, donc ça nous a pas mal rapprochés. Et puis, quand ma fille est née, moi, je sais que j'ai eu envie de faire quelque chose de bien dans ma vie. J'ai eu envie de faire quelque chose pour montrer à ma fille que voilà, je fais des choses bien, je suis fière, je peux monter une entreprise, on peut aller vivre à l'étranger, on peut faire des choses. Et puis du coup, mon frère m'a accompagnée, ça a été une occasion pour lui de se poser. Et puis c'est vrai qu'il a découvert la vie de famille. Complètement, ouais. Bah, je me suis occupé de tout ce dont on s'occupe, quoi. Le bain, les couches, se lever tôt le matin. C'est vrai que moi je suis dans le monde de la nuit, je suis DJ au départ. Donc c'était pas du tout ni ma vie de tous les jours, ni mon rythme. Et ça m'a un peu forcé. Donc vous êtes entraîné, là, vous êtes prêt pour recommencer? Ah là maintenant, ouais, je suis au top, ouais. Mais c'est vrai qu'on a vécu 2 ans ensemble et suite à ça, tu as eu quand même pas mal de changements dans ta vie. Après, il a eu envie de se poser, il a eu envie de rencontrer quelqu'un. Je pense qu'il y a eu beaucoup de changements qui maintenant aboutissent au fait qu'il ait rencontré sa femme et qu'il se soit marié parce que tu as eu envie d'une vie un peu plus calme en fait, en vivant avec nous aussi, une vie familiale. Et alors finalement, vous vous êtes trouvée vraiment maman solo quand votre fille avait quel âge alors? Moi, après, j'ai connu toutes les expériences aussi de maman solo, parce qu'il partait, il restait pas toujours avec nous. Voilà. Donc, il y a eu quand même des mois, voire des semaines entières, ou des mois entiers dans lesquels je me retrouvais en situation de mère célibataire, où j'essayais de rencontrer quelqu'un. Voilà. Après, j'ai rencontré quelqu'un d'autre avec qui j'ai vécu Vous êtes rentrée en France à quel moment? Je suis rentrée en France en janvier 2013, donc ma fille avait 7 ans. Voilà, mais c'est vrai que moi j'ai un peu, on va dire, j'ai été en couple quand j'étais au Maroc et j'ai un peu projeté sur mon compagnon de l'époque une volonté de chercher peut-être un autre papa. Et c'est vrai que quand je suis rentrée en France, pour diverses raisons, notamment la sécurité, j'avais envie d'être dans une situation un peu plus sécurisée. Mais il est rentré avec vous, le monsieur? Non, pas du tout. Non, ça va pas marcher non plus. Ce qui a créé une double culpabilité mais ça marchera jamais. Ouais. Peut-être que je resterai toute ma vie toute seule. Il y a eu des choses, des moments un petit peu comme ça. On tente en fait des choses et quand ça marche pas, ça crée encore plus des déceptions. Parce que tu verras, tu essaieras peut-être toi aussi de te remettre avec quelqu'un, mais en fait... voilà, il faut accepter les choses telles qu'elles viennent. C'est pas catastrophique d'être seul. C'est agréable d'être en couple de temps en temps aussi. Enfin... Vous voulez dire quoi? Qu'il faut pas forcer la nature, quoi? Il faut pas forcer à être absolument... C'est pas parce qu'on a un enfant qu'on est forcément mieux en couple, qu'on est forcément mieux en famille, ou qu'il faut absolument lui retrouver un père. Ça, c'est quelque chose, comme tu disais tout à l'heure, c'est que nos enfants ont un père de toute façon, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, il est là, il existe, il a un nom. Même si moi, le père de ma fille l'a pas reconnu, il existe. Donc, elle sait que si un jour elle veut le voir, elle peut le voir. Voilà, il y a un téléphone pour l'appeler si besoin, même si elle le fait pas. Et c'est ça, c'est important de savoir que c'est son père. Il n'est pas là au quotidien, mais il existe. Elle en a un et si possible, si en plus elle vient d'une histoire d'amour, c'est bien pour un enfant. En tout cas, tout ça, toutes ces expériences successives ont dû vous inspirer puisque vous avez créé une web série sur les mamans en solo. Tout à fait. Vous y racontez quoi? J'ai trouvé que le sujet était contemporain. J'ai trouvé que dans mon entourage, en tout cas, il y avait de plus en plus de mères célibataires, alors, ou des mamans qui ont un papa, ou des mamans dont le papa n'a pas reconnu l'enfant comme moi, ou alors des familles qui sont divorcées, avec des mamans qui ont l'enfant une semaine sur 2, ou le papa juste les week-ends. Il y avait en tout cas, le thème des familles monoparentales est très très contemporain, très actuel. Et au-delà de ça, je voulais aussi montrer les femmes, comment ça se passe dans leur quotidien, comment on vit une mère célibataire. Et puis voilà, montrer qu'on est forte, courageuse. Les galères aussi, parce que j'imagine que financièrement, il faut assurer, ça ne doit pas être évident. Voilà, matériellement, il faut assurer, ça ne doit pas être évident. Sentimentalement, c'est pas évident d'en trouver quelqu'un. Enfin bref, on va voir un extrait de cette série qui s'appelle tout simplement Maman Solo. Je t'attends là. Ton petit déj est prêt. Allez. Tu
tu te lèves, hein. Des habits. Regarde, maman, je suis toi. Victoria. Mais n'importe quoi. Hein. Maman, je suis pressée d'être grande. T'as bien le temps, ma chérie? Quand je serai une maman, tu seras une mamie? Ouais. Quand je serai une mamie, tu seras une arrière-grand-mère? Oui, c'est vrai. Et quand je serai une arrière-grand-mère? Mais tu seras morte. Quand tu seras morte, je pourrai avoir tes vêtements? C'est votre fille qui joue? C'est ma fille qui joue, oui. C'est des questions que vous avez entendues? Ah oui, j'ai observé beaucoup la situation. Au départ, je voulais écrire un roman. Je pense que je voulais écrire un roman parce que j'étais célibataire, je me sentais seule. J'avais l'impression de vivre des choses incroyables chaque jour et que personne, forcément, de mon entourage me comprenait ou réalisait à quel point ça peut être un défi au quotidien de gérer une maison, trouver un travail, tenir un foyer propre, arriver à nourrir son enfant tous les mois. Enfin, et rencontrer en plus quelqu'un. Enfin, il y a beaucoup de sujets, c'est un peu un défi, donc on se sent un peu comme des... On est des Wonder, guerrières, ouais. Wonder Maman. On est des Wonder Woman. Alors, rencontrer quelqu'un, justement, ça n'a pas dû être simple. Qui veut de moi et de mon enfant. Vous avez fini par trouver quand même. Oui, bien sûr, oui. Il y a plusieurs catégories d'hommes. C'est pour ça aussi que j'ai voulu faire une web-série pour avoir l'occasion de développer et puis qu'on parte un peu à la rencontre de tous ces hommes. C'est qui tous ces hommes? Alors, plusieurs catégories, quel genre, par exemple? Alors, par exemple, il y a l'homme qui... Il y a l'homme qui vous dit qu'il ne fera jamais sa vie avec quelqu'un qui a déjà un enfant. Parce que ça ne correspond pas du tout à son projet de vie. Donc il veut bien sortir avec vous, il veut bien s'amuser, mais par contre, il ne faut pas chercher plus loin. Puis après, il faut bien choisir le moment auquel il vous l'annonce. Ça peut être cocasse, ouais. Combien de temps il attend avant de vous le dire, ouais. Et puis voilà, après il y a les hommes qui sont surprotecteurs. Donc il y a ceux qui ils vous voient comme une chose fragile, qui peut absolument pas survivre sans un homme. Donc ils vont très rapidement vous dire est-ce que tu veux m'épouser? Voilà, moi je suis là pour offrir, voilà, le sauveur quoi. Donc je suis là pour offrir une chance. C'est pas mal ça comme projet, non? Non, c'est horrible parce non, parce que quand on est une mère célibataire, on est habitué après à vivre seul. On peut décorer son appartement comme on veut, on a beaucoup de liberté, on peut élever son enfant comme on veut. Ça. Il y a des choses qui sont confortables dans une situation de mère célibataire, c'est qu'on n'a pas forcément à partager en fait. C'est un peu égoïste, mais malheureusement, on s'habitue très vite. C'est un point de vue. C'est un point de vue. Ouais. C'est un point de vue, d'autant que quand on se retrouve après en couple, il faut à nouveau refaire de la place en fait pour l'homme qu'on aime et pour qu'il puisse s'intégrer au sein de notre foyer avec notre enfant, avec qui on a bâti une relation très forte. Alors c'est le problème de place, parce que quand on est maman solo, l'enfant prend une grande place, et pratiquement toute la place. Alors c'est ça qu'il faut vraiment, faire attention à ce côté fusionnel dont on parle tout le temps. Il faut que ce soit vraiment temporaire. Alors un élément tout à fait basique, c'est-à-dire éviter que l'enfant vienne dormir avec vous, parce que ça c'est fréquent. Alors chacun son lit, chacun son territoire, chacun sa place. L'enfant n'est pas votre confident non plus, parce que sinon, si c'est un garçon en plus, il risque de prendre la place laissée vacante par le papa. Donc là, il est tout puissant. Vous avez vu dans la classe, votre petit, il est dans la toute-puissance. Il est le chef. Il est déjà dans une forme de maturité précoce dans ses investissements virils. Oui. Voilà. Il dort pas avec vous? Non. Je dors avec lui de temps en temps. Alors, de temps en temps. Le compagnon, vous avez trouvé, il a quel profil lui alors? Qu'est-ce qui vous a séduite? Comment il est parvenu à se faire une place dans votre quotidien et comment vous l'avez admis dans votre quotidien, celui-là? Je pense que déjà je suis partie en quête de quelqu'un parce que j'avais envie d'avoir un nouvel enfant. J'avais envie de retenter ma chance aussi d'avoir une famille. Je voulais pas finir ma vie et me dire je suis pas capable d'avoir une famille ou même d'être en couple. Je suis devenue peut-être quelqu'un qui a trop de rancœur ou aigri ou en colère. Je voulais pas devenir cette personne. Je pense que les hommes et les femmes on est un peu identiques, on veut les mêmes choses. Donc j'ai réfléchi beaucoup avant de le chercher, on va dire. J'ai beaucoup réfléchi à moi, à quel type d'homme pouvait me convenir, à ce que je voulais, pas refaire les mêmes erreurs. Donc je me suis inscrite sur un site de rencontre.
Voilà. Et j'ai bâti un profil assez précis. C'est vrai. Voilà, je veux ça, pas ça. Ouais, mais on devient exigeante quand même. Non, mais on arrive à trouver des gens qui correspondent à tous les critères. Je voulais me baser sur mes expériences du passé pour pas refaire les mêmes erreurs. Je voulais pas revivre la même erreur que j'ai fait. Voilà, je pense qu'à un moment, en fait, j'ai fait la différence. Je me dis, il y a peut-être des hommes avec qui on vit des histoires d'amour très fortes, mais ils sont pas forcément faits pour faire une famille. Et il y a des hommes qui sont très stables, sérieux, et pour autant, on peut vivre une belle histoire d'amour avec eux. Mais il y a des hommes avec qui on peut faire des enfants. Alors celui-là, il est comment? Alors, il est très stable, sérieux. Oui, il est très bien. Donc je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré, on va dire. Il n'est pas ennuyeux. Assez vite. Hein, ça faisait 1 mois que j'étais inscrite sur ce site, et puis on a commencé à discuter. Et il écrivait bien et tout. Il était intellectuel et tout. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont plu déjà rien qu'au profil. Et puis après on s'est rencontrés. Ça me fascine qu'on puisse trouver quelqu'un comme ça en décrivant tous les critères. Ça vous fascine pas, vous, Claudia? Si, moi j'ai beaucoup d'amis qui ont trouvé l'amour comme ça sur des sites de rencontres. Vous seriez capable de le faire, vous? Voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux pas. Il faut se mettre aussi à la place d'une mère célibataire. On est seul chez nous et notre enfant dort. Et moi, dans mon cas, par exemple, sauf si mon frère peut la garder, mais sinon, j'ai pas d'occasion de sortir, j'ai pas d'occasion d'aller dans des bars. Et qui va garder mon enfant pendant ce temps-là? Donc moi, le soir, une fois qu'elle est couchée, je peux pas sortir. Je suis seule à la maison. Et il y a Internet, donc une ouverture pour discuter, c'est Internet, quoi. Bonne remarque. Parce qu'on n'a pas non plus le choix, vraiment. C'est une contrainte. Rajouter une chose aussi, excusez-moi, c'est que tu arrivais à Nantes et qu'on n'avait aucun réseau aussi. C'est que tu arrivais de Marrakech avec pas d'amis. Je connaissais personne. Ouais. Est-ce que vous étiez à Nantes aussi, vous? Moi, j'étais à Nantes depuis quelques années. Mais j'étais un peu dans la même situation qu'elle quand je suis arrivé. On remontait de l'étranger, on connaissait absolument personne dans la ville. Donc on ne peut pas rencontrer quelqu'un. Si on n'a pas un minimum d'intermédiaire, on ne va pas aller traîner tout seul dans les bars ou dans les boîtes. Vous avez fait la même chose? Vous avez fait Oui, j'ai rencontré aussi ma femme sur Internet. Non. Avec pareil, tous les critères? Vous les avez rencontrés en même temps ou vous avez commencé vous? Non, moi j'ai rencontré beaucoup plus tôt, ouais. Mais je pense que peut-être que ça lui a servi aussi un petit peu de modèle. Ça m'a servi beaucoup. Ça pouvait fonctionner comme ça aussi. Ouais. Oui, parce que quand j'ai rencontré mon nouveau conjoint, mes 2 frères étaient mariés. Et j'ai un petit frère aussi qui habite aux États-Unis, qui est marié aussi. Et c'est vrai qu'ils étaient adorables avec leur femme. Ils s'en occupent très très bien. Ils sont gentils. Donc ça m'a donné un modèle. Je me suis dit, moi j'adorerais avoir un conjoint comme ça, tout gentil et tout. Et c'est vrai que j'en avais dans mon entourage. C'est juste que peut-être à une époque je les regardais pas parce qu'ils m'intéressaient pas forcément, parce que j'étais en quête d'autre chose. Et puis voilà, j'ai eu mon nouveau conjoint qui était là, qui était adorable, avec qui je m'entendais bien. Il habitait Nantes? Il habitait Nantes aussi. Et puis je pense qu'on a eu une chose importante, c'est qu'on partageait les mêmes valeurs. On voyait les choses sous le même angle. On avait la même vision pour l'éducation des enfants. Et lui avait aussi un désir de famille et d'enfants. Donc on a été liés par le fait d'avoir des désirs communs au même moment. Il avait des enfants, lui? Non, il n'avait pas encore d'enfants. Et comment votre fille l'a-t-elle accueilli? Pas bien du tout. Donc au début elle était contre parce que elle voulait pas du tout partager sa maman. Elle voulait rester toute seule avec moi. Et puis voilà, que ça reste comme ça éternellement jusqu'à la fin de nos jours parce qu'elle voulait pas partager. Et puis ça a été un peu difficile au début, oui, parce que mon nouveau conjoint est arrivé dans ma vie et moi j'avais vraiment envie que cette histoire d'amour marche. Donc arriver à lui donner du temps au départ et tout. Et puis assez vite je l'ai présenté à ma fille parce que simplement si ça marche pas avec ma fille, ça marchera pas entre nous. Donc il faut assez vite tester si les deux peuvent s'entendre, parce que sinon c'est pas la peine d'aller plus loin de toute façon. Et puis ma fille a commencé à nous mettre des bâtons dans les roues, donc elle a tenté des choses pour lui coller la pression. Elle pleurait, elle était un peu dévastée. Et moi du coup j'ai pris le parti pris d'essayer de la comprendre. Mais ça a été très très vite, genre en un après-midi, on passe ensemble un après-midi et il faut réagir tout de suite. Est-ce que je suis ferme? Est-ce que je suis dure? Est-ce qu'elle comporte comme ça? Est-ce que je dois la punir ou est-ce que je dois la comprendre? C'est une situation à laquelle on n'est pas du tout habitué, qui tombe comme ça d'un coup, il faut réagir. Et puis voilà, la chance que j'avais aussi, c'est que mon nouveau conjoint était en couple avant avec une femme qui avait aussi des enfants, donc il avait de l'expérience. Il a beaucoup d'expérience avec les enfants. Donc il a su faire adopter par elle. Ferme, voilà. Il s'est pas comporté, il s'est jamais comporté en papa. Il se comporte comme un beau papa, mais il est ferme, il a de l'autorité. Moi, je lui ai laissé aussi toute la liberté d'avoir de l'autorité sur elle, de pouvoir dire fais la vaisselle, range ta chambre. Maintenant on habite ensemble, donc s'il dit quelque chose, on fait papa-maman, c'est-à-dire je vais pas le contredire. S'il lui dit quelque chose, je vais pas dire non, moi je suis pas d'accord. On se lie ensemble entre adultes pour l'éducation des enfants. Il a des défauts, cet homme-là, ou pas? Oui, il a beaucoup de défauts, ouais. Ah bon, il en a quand même? Il en a beaucoup. D'accord. Okay. Et donc ensemble, vous avez eu un enfant?
Ensemble, on a eu un enfant, oui, tout à fait. Donc, on a quand même attendu. C'est vrai qu'on avait très envie d'avoir un enfant. Mais, Combien de temps vous avez attendu? On a attendu 6 mois. Et donc, c'est un petit garçon? C'est un petit garçon ouais, qui est très mignon, là, qui s'appelle Elohan. On s'est rencontrés en Bretagne, alors on lui a donné un prénom. Il est trop beau. Il est Il mignon. est trop beau. Alors, à quoi ressemble votre vie aujourd'hui? Bon, c'est super. C'est super. Je regrette pas du tout d'avoir tout changé à ma vie, d'avoir déménagé, d'être revenue en France, puis d'avoir mis en route comme ça ce processus pour rencontrer quelqu'un. Je suis contente aussi de m'être ouverte en fait aux hommes à nouveau, de reprendre confiance, de croire que c'était possible, parce que maintenant on est dans une situation où je vis des choses auxquelles je suis pas du tout habituée. On vit des moments de bonheur en famille, on se fait des câlins le soir, on se fait des bisous, on rigole, on se chatouille. Et moi, je suis observatrice de ça et je suis très très heureuse que ce soit ma vie. Et je suis contente. Et puis en même temps, voilà, je suis contente que mon frère habite pas très loin. Bon, donc tout va bien. Quel conseil vous donneriez à Emma? Qu'est-ce que vous lui diriez? Moi, le conseil que je pourrais te donner, c'est de te détacher vraiment de tous les codes qu'on a pu t'enseigner depuis que tu es petite, d'une sorte de vision complètement idéalisée du couple, de la famille, du mariage. En fait, on nous fait croire depuis qu'on est petite plein de choses. Et puis après, la vie arrive et ça se passe pas du tout comme ça. Et la vie est pleine d'imprévus. La vie est pleine d'imprévus, mais c'est pas forcément des choses qui sont négatives. Il y a beaucoup de choses très positives, comme je disais tout à l'heure avec mon accouchement, par exemple, où ma maman a coupé le cordon, ça nous a liés. Moi, par exemple, oui, le père de ma fille n'est pas présent dans sa vie, mais c'est pas grave. Peut-être que dans 5 ans, il sera très présent. On peut pas savoir. Peut-être quand elle sera adulte, elle reprendra contact avec lui et ils s'entendront très bien. Et c'est sa vie, en fait, c'est son histoire elle avec son père. Et moi, maintenant, je vis une belle histoire d'amour. Ça nous a tous liés. On est devenus une famille très soudée et aussi en partie grâce à cette histoire-là. Donc moi, le conseil que je peux te donner, c'est fais confiance à la vie. Oui. Les choses qui arrivent dans la vie arrivent pour certaines raisons. Vraiment, je l'ai testé et approuvé. Et il faut garder vraiment confiance. Et là, tu vas avoir un enfant, donc tu vas vivre la plus belle histoire de ta vie. Ça va être quelque chose de très fort. Et Claudia, alors vous avez retrouvé un fiancé? Pas encore, mais ça ne serait tardé. T'as envie? Comment vous le savez que ça ne serait tardé? On va dire qu'il y a une approche assez intéressante. Ah, vous êtes sur un dossier. Je suis sur un dossier, tout à fait. Très intéressant comme dossier. Bon. Avec les bons critères. Très bien, parfait. Que vous avez trouvé sur Internet ou... Non. Pas sur Internet. Mais je trouve que c'est un bon moyen de trouver quelqu'un. Ouais, ça permet de faire le tri. Hein. C'est comme un catalogue. Hein. Complètement. Non. Complètement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Emma? Le conseil que vous lui donneriez au regard de votre expérience? J'ai envie de lui dire vraiment qu'elle se relaxe. Parce que tout va bien se passer et c'est pas parce que le papa n'est pas présent que l'enfant ne peut pas avoir un cadre épanoui. Donc vraiment qu'elle se stresse pas et que tout va bien se passer. C'est facile à dire en même temps, hein, Yvonne. C'est difficile, mais qu'elle se centre surtout sur sa maternité. Que finalement son histoire d'amour, qui peut être douloureuse et générer beaucoup d'angoisse, eh bien il faut la mettre un peu à distance et vraiment se centrer sur l'enfant à venir. Parce qu'il ressent tout. Ça, il faut le savoir. Est-ce qu'il doit y avoir un chagrin d'amour dans votre cas? Il y a un petit chagrin d'amour, mais j'arrive très facilement à le mettre de côté. C'est pas tellement ma relation d'amour qui me pose problème. J'ai vraiment une crainte par rapport à la relation que le père va avoir ou ne pas avoir avec l'enfant. Vu que je sais pas du tout ce qui va se passer, c'est ça qui me fait peur, parce que je perds le contrôle. Bah justement. Ah oui, là, ça c'est des mesures prédictives, donc on ne peut pas le savoir. Et justement, c'est ce contrôle-là qu'il faut lâcher. Oula. Accueillir et, comme dit Claudine, faire confiance à la vie. Yvonne, je vous arrête, on va ouvrir les portes tout de suite parce qu'il se passe de drôles de trucs derrière les portes. On va accueillir Naomi et Joao qui sont dans les coulisses. Il y a un truc qui s'est cassé dans les coulisses. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, c'est par là-bas, il y a eu un truc cassé. Ah bon, d'accord. Ça va? Oui. Bon. Et toi, Joao, ça va? Oui. Bon, d'accord. Il a quel âge alors là? 3 ans. 3 ans. Trop mignon. Qu'est-ce que t'as fait? T'as dessiné? Non. Tu t'es ennuyé? Qu'est-ce que t'as fait derrière? T'as fait la sieste? Non. T'as regardé ta maman à la télé?
Tu m'as regardé? Tu l'as regardé dans l'écran? Tu l'as trouvée jolie? Trop mignon. Et toi, Naomi, qu'est-ce que tu dirais sur l'histoire de ta maman? J'aime bien parce que j'étais émue, j'ai même pleuré un peu là-bas. C'est vrai? Pourquoi t'as été émue? Parce que, je sais pas, me voir toute seule avec ma mère et mon tonton, ça m'a émue parce que je sais qu'ils prennent beaucoup de soin de moi et... Trop mignonne. Ah, puis là, elle a 10 ans, un alors... petit syndrome d'abandon, là, non? Un petit... Non, moi, elle a 10 ans, alors elle commence à... elle rentre en adolescence, il y a pas mal de choses qui se passent dans sa tête aussi. Elle devient une grande fille. Donc elle projette aussi sa vie, voilà. Non, je pense qu'elle est beaucoup dans l'émotion et je crois que son oncle a joué un rôle très très important dans sa construction. Mais en revanche, quand votre nouveau partenaire, enfin quand votre époux est rentré dans sa vie, c'est vrai que c'était pas facile de partager l'amour de sa maman. Il fallait lui faire une place. Et finalement, tu as réussi à l'adopter? Oui, mais c'est encore un peu dur. C'est encore un peu dur. Vous voyez, c'est pas totalement gagné. Non, mais ça se passe va bien. venir. Ça se passe, oui, ça se passe bien, mais quand même. Elle est trop mignonne, en tout cas, cette Noémie. C'est bien parce qu'elle exprime les choses. Très bien, oui. Hein? Merci à tous d'être venus. Peut-être un mot de Jean-Baptiste sur le parcours de sa sœur? Moi, je suis très fier. Mais comme on collabore énormément sur tous les projets qu'on fait, que ce soit son domaine où moi je viens donner un coup de main, ou alors mon domaine où elle vient me donner un coup de main, on se sent toujours intégré à ça. Donc, j'ai pas un regard qui est très extérieur à la situation. Mais je suis assez fier de ce qu'elle a accompli et j'espère que ça va bien marcher. Très bien. Et alors, vous, on peut vous souhaiter un enfant pour bientôt? J'espère, oui. Bon, on le souhaite alors. Claudia, vous serez sur la scène de l'Olympia le 9 octobre prochain pour une soirée de fado en hommage à Amalia Rodriguez. Vous reprenez son répertoire? Oui, c'est partie des invités que je comprends lors de cette soirée et qui vont lui rendre cet hommage à notre diva. Très bien. Et puis, on l'a vu, donc vous êtes en pleine préparation d'un album qui sortira en fin d'année. On y retrouvera une chanson qui s'intitule « Au nom du Père ». Au nom du Père. Tiens, comme par hasard, il y a un lien avec votre histoire? Tout à fait. En fait, l'auteur avec qui j'ai parlé, j'ai beaucoup parlé et je lui ai expliqué mon histoire. Et il m'a écrit ce texte qui m'a émue beaucoup et qui est un peu, je dirais, l'hymne des mamans solo, qui parle un peu de notre parcours. Ça va, je fais quoi? Qui parle un peu de notre parcours. Et oui, c'est mon histoire, mais celle de aussi beaucoup de femmes. Tu fais quoi? Ça va. Les noms du Père. Il est un peu nerveux. Au nom du Père. Les noms du Père. C'est-à-dire que quand on n'a pas justement de père, ce nom, eh ben on est en errance. Ça, c'est un jeu lacanien. C'est un peu complexe, mais les noms du Père. C'est vrai, quand on n'est pas dupe, on est en errance. On est toujours en recherche de vérité et de solutions. Alors, c'est vous, en tout cas, Claudia et Caroline, pardon, que nos téléspectateurs retrouveront cet après-midi. Merci à tous de nous avoir suivis. Toute une histoire vous donne rendez-vous sur le canal Version. Et puis moi, je vous retrouve dans quelques minutes sur le plateau de l'Histoire continue. Nous aurons le plaisir d'y recevoir Dominique et Muriel. Merci à Yvonne de nous avoir accompagnés. Et puis nous allons finir en musique avec Claudia et cette chanson, justement, cet hymne aux mamans solo qui nous regardent. Au nom du Père, on vous écoute. Merci beaucoup. Puisque j'ai pas vu dans tes yeux l'amour d'un père, puisqu'on est deux, à cache-cœur pour le meilleur, je t'emmènerai grandir ailleurs. Puisque la vie en est ainsi, à cloche-pied et pour de bon, je saurais remplacer aussi ce que tu n'as pas, mon garçon. Au nom du Père, ainsi soit-il.
Dans l'histoire continue cet après-midi, Muriel et Dominique étaient venus nous voir à 3 ans d'écart. Elles ne se connaissent pas, mais elles partagent le même chemin de vie. Vous avez pu rencontrer votre père biologique? Non, j'ai un nom, un prénom, mais c'est tout. J'ai croisé un monsieur tout de suite, j'ai compris que c'était certainement mon père. Aujourd'hui, elles ont repris leur vie en main et elles se sentent enfin en accord avec elles-mêmes. Je ne ressens absolument plus le besoin de chercher mon père génétique. Et je regarde cet homme-là qui m'a élevée et je me rends compte que je l'aime. J'ai envie de partir très loin, de tourner la page et de enfin refaire ma place ailleurs en fait. À tout à l'heure sur le plateau de l'histoire continue. Bientôt, au sommaire de toute une histoire. Vous êtes endetté à cause de l'homme que vous aimiez et vous devez rembourser vos crédits jusqu'en 2020, je crois. 2020, voilà. 90% du montant est remboursé que par mois. Mon petit frère a mis fin à ses jours pour une arnaque sur Internet. Ils ont été victimes d'arnaques au sentiment. Elle a demandé son adresse de réseau social webcam. Alors ils ont fait une vidéo de charme. Elle en est venue à lui parler d'argent. Donc cette vidéo contre 1 500 €. Les crédits à la consommation étaient faits qu'à mon nom. Vous aviez les moyens de vous offrir tout ça? Bah non. Je culpabilise parce que j'ai laissé cet individu tisser une toile autour de ma fille. Des manipulations qui les hantent toujours, des années après. J'ai fait un choix, le choix de m'engager pendant plus de 8 ans, plutôt que de me battre dans un tribunal sans avoir aucune garantie d'obtenir gain de cause. Tout le monde peut se faire avoir, faut pas avoir honte et il faut en parler. Je me bats aujourd'hui pour elle, pour la sortir. Mon but, c'est de sauver ma fille.